Dans cet hommage à Ernst Lubitsch, qui débute sur Classique, nous ne commencerons pas par le commencement. Il eût fallu pour cela vous montrer les nombreux films muets que Lubitsch avait réalisés, d'abord dans son pays de naissance, en Allemagne, puis à Hollywood, où il était installé dès 1923. Gloire du cinéma berlinois, Lubitsch avait été appelé à Hollywood pour signer des films d'esprit européen, c'est-à-dire élégants, sentimentaux et si possible drôles. Et Lubitsch aussitôt avait réussi des miracles du genre, en plus élégants, en plus sentimentaux et en plus drôles que tout ce qu'on lui avait demandé. Mais c'était sous le muet. Or là, en 1930, le parlant s'installait partout. Il fallait donc des films adaptés à cette nouvelle demande. L'opérette d'inspiration européenne, si délicieusement décadente et frivole, allait être pour Lubitsch une magnifique opportunité. Cet univers scintillant et si exotique pour l'américain moyen allait devenir la marque de fabrique de la Paramount, où Lubitsch, fort de ses succès antérieurs, était vite devenu le producteur de ses propres films, ce qui était très rare à Hollywood. Ainsi, le Monte Carlo, vous allez voir, a été produit et réalisé par Lubitsch sur une histoire typique de comtesse ruinée qui doit se marier avec un duc, lequel est ennuyeux au possible. Heureusement, un autre homme finit par s'introduire auprès de la belle en tant que coiffeur. Seulement voilà, même ruinée, une comtesse ne peut épouser son coiffeur. Je ne vous en dis pas plus, d'autant que l'histoire, reconnaissons-le, n'a rien de vraiment très original. Janet MacDonald joue fort bien la comtesse en question, et pour une fois, ce n'est pas Maurice Chevalier qui joue celui dont elle est amoureuse. Il a été remplacé, Maurice, par un Jack Buchanan, nettement moins attractif, à mon avis. Du coup, c'est presque le second rôle, celui du duc avec lequel Jeannette doit se marier au départ, qui est le plus attractif, parce que très compassé et un peu ridicule, c'est Claude Alister, avec sa longue figure triste, qui est épatant dans le rôle, depuis le début du film. L'histoire est inspirée de l'opérette Monsieur Beaucaire, qu'on voit d'ailleurs un moment interprété sur scène. Rappelons à cet égard que voir parler et chanter les comédiens était une innovation totale pour le cinéma de l'époque, et que Lubitsch est le meilleur metteur en place du genre à l'époque. L'un des instants les plus fameux du film reste ce voyage en train vers Monte Carlo, évidemment un Monte Carlo fictif, où l'on voit Janet MacDonald qui chante, tandis que les paysans reprennent en chœur sa chanson dans les champs qui passe à la fenêtre du train. C'est totalement neuf pour l'époque, et on s'amuse du côté satirique et très lubitschien pour le coup, surtout quand Janet MacDonald se jette littéralement dans les bras du comte Rudolph dès qu'il exhibe 200 000 francs gagnés au casino. Certains diront ici éternel féminin, moi je vous laisse en juger. Voici Monte Carlo de Ernst Lubitsch, 1930. Dans cet hommage à Ernst Lubitsch, qui débute sur Classique, nous ne commencerons pas par le commencement. Il eût fallu pour cela vous montrer les nombreux films muets que Lubitsch avait réalisés, d'abord dans son pays de naissance, en Allemagne, puis à Hollywood, où il était installé dès 1923. Gloire du cinéma berlinois, Lubitsch avait été appelé à Hollywood pour signer des films d'esprit européen, c'est-à-dire élégants, sentimentaux et si possible drôles. Et Lubitsch aussitôt avait réussi des miracles du genre, en plus élégants, en plus sentimentaux et en plus drôles que tout ce qu'on lui avait demandé. Mais c'était sous le muet. Or là, en 1930, le parlant s'installait partout. Il fallait donc des films adaptés à cette nouvelle demande. L'opérette d'inspiration européenne, si délicieusement décadente et frivole, allait être pour Lubitsch une magnifique opportunité. Cet univers scintillant et si exotique pour l'américain moyen allait devenir la marque de fabrique de la Paramount, où Lubitsch, fort de ses succès antérieurs, était vite devenu le producteur de ses propres films, ce qui était très rare à Hollywood. Ainsi, le Monte Carlo, vous allez voir, a été produit et réalisé par Lubitsch sur une histoire typique de comtesse ruinée qui doit se marier avec un duc, lequel est ennuyeux au possible. Heureusement, un autre homme finit par s'introduire auprès de la belle en tant que coiffeur. Seulement voilà, même ruinée, une comtesse ne peut épouser son coiffeur. Je ne vous en dis pas plus, d'autant que l'histoire, reconnaissons-le, n'a rien de vraiment très original. Janet MacDonald joue fort bien la comtesse en question, et pour une fois, ce n'est pas Maurice Chevalier qui joue celui dont elle est amoureuse. Il a été remplacé, Maurice, par un Jack Buchanan, nettement moins attractif, à mon avis. Du coup, c'est presque le second rôle, celui du duc avec lequel Jeannette doit se marier au départ, qui est le plus attractif, parce que très compassé et un peu ridicule, c'est Claude Alister, avec sa longue figure triste, qui est épatant dans le rôle, depuis le début du film. L'histoire est inspirée de l'opérette Monsieur Beaucaire, qu'on voit d'ailleurs un moment interprété sur scène. Rappelons à cet égard que voir parler et chanter les comédiens était une innovation totale pour le cinéma de l'époque, et que Lubitsch est le meilleur metteur en place du genre à l'époque. L'un des instants les plus fameux du film reste ce voyage en train vers Monte Carlo, évidemment un Monte Carlo fictif, où l'on voit Janet MacDonald qui chante, tandis que les paysans reprennent en chœur sa chanson dans les champs qui passe à la fenêtre du train. C'est totalement neuf pour l'époque, et on s'amuse du côté satirique et très lubitschien pour le coup,
Surtout quand Jeannette MacDonald se jette littéralement dans les bras du comte Rudolph dès qu'il exhibe 200 000 francs gagnés au casino. Certains diront ici éternel féminin. Moi, je vous laisse en juger. Voici Monte Carlo de Ernst Lubitsch, 1930.